rebonjour à tout le monde et merci pour l'organisation de cette deuxième Fabry Masterclass que je trouve passionnante jusqu'à présent. Donc moi, je vais vous parler des troubles de conduction dans la maladie de Fabry en vous présentant trois observations qu'on a eues dans le service et qui ont suscité quelques questions. Euh, tout d'abord, ce schéma pour montrer en fait que les troubles conductifs dans la maladie de Fabry, c'est un phénomène qui est assez complexe. Ces troubles conductifs sont directement liés à l'accumulation du GB3 au sein du cardiomyocyte. Et cette accumulation va entraîner une cascade métabolique très défavorable que vous connaissez, aboutissant à de la fibrose, dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, et à une dégénérescence progressive du tissu de conduction, ce qui va aboutir chez nos patients au cours du suivi, en fait, à l'apparition et à l'aggravation de troubles conductifs, jusqu'à l'apparition de troubles conductifs de haut grade qui vont nécessiter l'implantation d'un pacemaker. Alors, ces troubles conductifs, ils sont quand même très fréquents et responsables d'une morbidité importante dans la maladie de Fabry. Alors, la première observation est celle d'un patient de 57 ans qui est admis aux urgences pour un premier épisode de syncope. Il n'y a pas d'histoire familiale, pas d'histoire personnelle notable. Il a comme facteur de risque une hypertension, une dyslipidémie, un tabagisme sevré. Par contre, son histoire familiale est remarquable puisque sa mère a fait une mort subite à 56 ans et son frère est suivi pour une cardiomyopathie hypertrophique dite sarcomérique avec des troubles conductifs importants puisqu'il a eu une exploration électrophysiologique par son cardiologue qui s'avère être le cardiologue qui prend en charge le patient de qui arrive pour sa syncope. Donc, je vous ai mis ici son écho et l'électro du frère. Le patient a donc fait une syncope au repos, sans notion de douleur thoracique. L'électrocardiogramme à l'arrivée a fait le diagnostic, puisque le patient est en BAV complet. La biologie ne révèle rien de particulier. Il n'a pas élevé la troponine, pas de trouble ionique. Il a une écho qui est anormale, puisqu'il a une hypertrophie qui est asymétrique, qui prédomine sur le septum, qui est mesuré à 16 mm au niveau de son épaisseur maximale. Et ce patient a des troubles de la cinétique. Il a des troubles de la cinétique en apicale et une séquelle d'infarctus inférieur, avec une FEVG qui est modérément altérée, estimée à 40% sur la première échographie. Donc, il a dans la foulée un pacemaker et, du fait de son histoire familiale, de l'HVG et du bloc auriculoventriculaire complet, une recherche de maladie de Fabry. Il va ensuite avoir une coronarographie. Ce patient, lui, est vraiment coronarien. Il a une atteinte tritronculaire qui va l'amener à une revascularisation chirurgicale. Alors, dans la foulée, on récupère le résultat du buvard. Le patient a une activité alpha-gal qui est effondrée et il est porteur d'une mutation pathogène dans le gène GLA, une mutation N215S, qu'on a déjà citée à plusieurs reprises, responsable du variant cardiaque et qui est une mutation qui est très fréquente en Normandie et puis dans le nord de l'Europe. Il va avoir son bilan systémique qui identifie uniquement une lacune frontale droite et pas d'autres atteintes. Alors, le dépistage familial, lui, se fait sans difficulté. On a une famille qui est très volontaire. On se précipite bien sûr chez le frère qui a une maladie de Fabry. Et puis, les deux frères ayant deux filles, les filles sont porteuses. Et au total, on a 5 patients qui sont diagnostiqués dans cette famille et 2 mises en route de traitements spécifiques. Alors, les questions qui nous ont été un peu évoquées suite à cette observation, c'est est-ce que le BAV complet est finalement un mode de diagnostic fréquent ou commun de maladie de Fabry? Donc, après une revue de la littérature, il semble que ça soit quand même relativement rare et que ce soit même exceptionnel en l'absence d'HVG, puisque j'ai identifié seulement une seule observation chez un homme de 30 ans qui est arrivé en BAV complet et chez qui on a diagnostiqué une maladie de Fabry et ce patient n'avait pas du tout d'hypertrophie, pas d'atteinte, pas de cardiomyopathie. Pour les autres observations, que ce soit des hommes ou des femmes, les patients avaient une hypertrophie et une histoire familiale et ces deux éléments en fait, ont amené assez facilement au diagnostic de Fabry. Et si on reprend en fait les dernières recommandations sur les troubles conductifs, les recommandations américaines de 2018, dans le bilan étiologique, il est recommandé de rechercher une cardiomyopathie. Et lorsqu'on identifie une cardiomyopathie hypertrophique, on retrouve dans une situation qui est relativement classique où on sait qu'il faut rechercher certaines étiologies, dont la maladie de Fabry.
Alors, le BAV, dans la maladie de Fabry, c'est plutôt quelque chose, comme je vous ai dit au début, donc, qui va apparaître au cours de l'évolution, au cours de l'aggravation de la pathologie. Et si on reprend cette étude, une étude qui est anglaise, où 189 patients ont été suivis sur 5 ans, eh bien, il y a 6% des patients qui ont eu, au cours de leur suivi, un pacemaker, soit pour de la dysfonction sinusale, soit pour du BAV de haut grade. Et le meilleur marqueur prédictif de survenue du pacemaker était le fait d'avoir un QRS supérieur ou égal à 110 millisecondes. Il y a une étude à peu près similaire qui a été faite par Thomas Séné, et puis il y avait aussi Olivier Ludev et Philippe Charon dans les auteurs, où en fait il y a 48 patients qui ont été suivis sur un suivi moyen de 8 ans, et 14,5% des patients qui, à la fin du suivi, ont eu un pacemaker pour les mêmes raisons, dysfonction sinusale ou BAV complet. Donc, les commentaires et questions, en fait, suite à cette première observation, on pourra y revenir pendant la discussion, c'est lorsqu'on a un BAV de haut grade et une CMH, une HVG, donc là, on est vraiment dans une situation assez classique où je pense qu'il n'y a pas de discussion. On doit rechercher une maladie de Fabry, et M. Agege en a parlé ce matin, et d'autres pathologies également. Et par contre, une situation qui est moins consensuelle, c'est en cas de BAV inexpliqué, isolé, eh bien, faut-il rechercher systématiquement une maladie de Fabry? Si oui, à partir de quel âge? Et on pourra voir en fait qui le fait. Nous, c'est quelque chose qu'on commence à faire assez systématiquement dans le service. La deuxième observation, c'est un homme de 58 ans qui est sportif et qui consulte justement parce qu'il veut continuer à faire une activité sportive, de sport intense puisqu'il fait de l'ultra-trail et il souhaite avoir un bilan cardiologique de référence. Donc, il n'a aucun antécédent personnel. Sur le plan familial, sa mère est suivie en cardiologie pour une cardiomyopathie, il ne peut pas nous en dire plus. Le patient est totalement asymptomatique et on tombe d'emblée sur un électrocardiogramme qui est pathologique avec un BAV1 assez marqué, PR de 136 millisecondes, et un bloc de branche gauche complet avec un QRS à plus de 170 millisecondes. L'échographie nous montre une CMH, il a une hypertrophie qui est asymétrique, qui prédomine sur le septum avec une épaisseur qui mesure à 22 mm. Il a une dysfonction diastolique, une fonction systolique normale, pas d'atteinte ventriculaire droite, pas d'atteinte valvulaire et une dilatation légère de l'aorte initiale. Donc, le diagnostic de CMH est fait et il a une recherche systématique de maladie de Fabry dans le cadre du bilan étiologique de cette CMH. Et on tombe donc sur, de nouveau, une mutation N215S, donc pathogène, responsable de cette cardiopathie hypertrophique. Le patient va avoir un bilan des atteintes extracardiaques. Aucune anomalie extracardiaque est identifiée. Pour son bilan cardiaque, il va avoir une IRM. Alors, c'est un patient qui a été diagnostiqué très récemment, en décembre, et il a eu l'IRM dans un centre de périphérie. Il n'est pas passé par Jean-Nicolas Daché. Donc, il a une hypertrophie qui est asymétrique, une épaisseur à 23, pas d'atteinte du VD, pas de rehaussement tardif, et les séquences de T1 mapping n'ont pas été effectuées dans le centre où il a eu son examen. La suite du bilan, en fait, c'est là où, en fait, je trouve que ce cas est intéressant, c'est qu'on se trouve face à un patient chez qui il va falloir établir une stratégie quant à l'exploration de ces troubles conductifs. On a un patient qui est asymptomatique, qui a des troubles conductifs assez marqués sur l'électro et qui a une pathologie qui est potentiellement, enfin qui est à risque de donner des troubles conductifs comme des troubles du rythme, donc sévères. Alors, une première réponse est donnée par les dernières recommandations américaines qui nous disent clairement que lorsqu'on a un patient qui a une maladie de Fabry et un QRS à plus de 110 millisecondes, eh bien, on peut d'emblée discuter de la mise en place d'un pacemaker, voire d'un défibrillateur, si le risque rythmique le nécessite, avec un niveau de recommandation qui est faible, mais qui est quand même présent. Une autre stratégie, c'est d'y aller en fait plutôt progressivement. Donc, on a fait l'électro, d'aller faire un Holter des 48 heures. Si ce Holter est normal, de faire un Holter de plus longue durée, un R-test, avec des appareils qui peuvent enregistrer sur 2 à 4 semaines le rythme cardiaque. Et si ces examens ne sont pas
informatif, on peut même éventuellement discuter l'implantation d'un holter implantable pour surveiller, monitorer le rythme cardiaque jusqu'à 2 ans. Holter implantable dont l'implantation se fait en sous-cutané, en consultation, c'est quelque chose de relativement simple. Et ça, c'est plutôt une stratégie qui a été proposée dans les recommandations qu'on a vues ce matin, donc les recommandations de 2018, qui disent que chez les patients Fabry avec une HVG, les troubles conductifs, eh bien, on peut adopter une stratégie un peu pas à pas pour identifier les troubles conductifs, mais aussi éventuellement les troubles du rythme. Alors, une situation qui n'est pas vraiment, pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse, c'est lorsque tout ce bilan est normal, on a toujours un patient qui est asymptomatique avec des troubles conductifs importants. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Et en particulier, y a-t-il une place pour l'exploration électrophysiologique, comme c'est proposé dans certaines pathologies? Alors, c'est proposé maintenant assez systématiquement et avec des recommandations qui sont plutôt établies donc, pour le Steinert, mais ça a été proposé, étudié dans d'autres pathologies comme la sarcoïdose, l'amylose ou la laminopathie. Alors moi, je n'ai rien trouvé concernant la maladie de Fabry, mais cette stratégie, eh bien, elle a été évoquée et proposée dans le travail que j'ai cité précédemment de Thomas Séné, où à partir des recommandations sur les CMH, eh bien, on pouvait proposer chez le patient asymptomatique avec des troubles à l'électrocardiogramme, eh bien, cette exploration électrophysiologique pour mieux stratifier le risque. Pour notre patient, eh bien, on en est donc au début du bilan puisque c'est un diagnostic récent. Les explorations initiales, le holter en particulier n'a rien montré d'anormal et on va lui proposer un holter longue durée pour continuer l'exploration. Donc, cette observation pose cette question, à mon avis, c'est y a-t-il une place pour l'exploration électrophysiologique dans la maladie de Fabry? Dernière observation, c'est celle d'une patiente de 28 ans qui a eu un diagnostic au cours d'un bilan familial. Cette patiente, eh bien, dans sa famille, il y a plusieurs femmes qui ont la même mutation donc, et qui ont des atteintes cardiaques sévères. Elle a comme autre antécédent une polykystose rénale génétique et comme signe éventuellement rapporté à sa maladie de Fabry, une intolérance à la chaleur, quelques angiochératomes et une perte de l'audition modérée. Elle a un bilan cardiaque qui est normal, hormis en fait une bradycardie régulière. Et lorsque l'on regarde son électrocardiogramme, elle a effectivement une bradycardie à 44 battements par minute, avec un rythme sinusal qui alterne avec un rythme du sinus coronaire, un rythme atrial bas. Et puis elle a également un QRS qui est légèrement élargi, qui reste à moins de 100 millisecondes, mais qui est quand même un QRS intermédiaire. Son échographie avec toutes les dernières modalités est vraiment strictement normale. L'IRM cardiaque réalisé à Rouen est également normal. Elle a eu un holter ECG des 48 heures qui montre eh bien, cette bradycardie la plupart du temps et quelques passages en MOBITS 1, diurne ou nocturne. On lui avait proposé une épreuve d'effort qui n'a pas été réalisée. Et chez cette patiente, nous avons discuté en fait la réalisation d'une exploration électrophysiologique. Alors, il y avait certaines personnes qui étaient pour l'exploration, puisque la bradycardie est un signe éventuel d'une atteinte précoce cardiaque dans la maladie de Fabry, et que dans la famille, il y a des femmes qui ont une atteinte vraiment sévère. Et les arguments contre étaient que la patiente est totalement asymptomatique, qu'elle a un PR qui est normal et QRS plutôt fin, et dans cette situation-là, l'exploration électrophysiologique sera d'une rentabilité très probablement faible. Donc, on en est à la surveillance et en fait, la stratégie que je vous ai présentée avant, avec donc, des holters longue durée pour compléter l'exploration chez cette patiente. Alors, si on reprend le diagramme que je vous ai présenté au tout début, cette patiente, elle est plutôt ici, hein, au début elle est possiblement ici, au début donc, de la phase de la pathologie, au niveau de la phase silencieuse pré-hypertrophique. Et toute la question est de savoir si cette bradycardie est une atteinte cardiaque débutante. Et si c'est une atteinte cardiaque débutante, eh bien, on se pose la question d'initier un traitement précoce
chez cette patiente, où encore une fois, je le rappelle, il y a des femmes dans la famille qui ont une atteinte, qui ont développé au cours de l'évolution une atteinte sévère. Le deuxième patient, il est ici, il a une hypertrophie, il a une aggravation des troubles de la conduction et je pense que le patient présenté par Carole Maupin, il est également, je le mettrai également ici, ce qui explique pourquoi il n'a pas le PQ court, qui est plutôt un signe précoce. Et j'ai remarqué qu'il avait une bradycardie. Alors, le premier patient de Carole Maupin, je ne sais pas s'il avait des traitements bradycardisants. C'est également un signe qui est rapporté dans la maladie de Fabry. Et le premier patient avec ces troubles conductifs de haut grade, eh bien, lui, il doit être au stade de lésion irréversible. Donc, en résumé, suite à ces 3 observations, voilà les 3 questions qui nous ont semblé à peu près un peu pertinentes. C'est en cas de BAV de haut grade inexpliqué, isolé, faut-il rechercher systématiquement une maladie de Fabry? Y a-t-il une place pour l'exploration électrophysiologique chez le patient qui a des troubles conductifs, une HVG et qui est asymptomatique? Et qu'est-ce qu'on peut retenir comme signes électro qui seraient vraiment des marqueurs d'une phase clinique silencieuse et qui justifieraient éventuellement de débuter un traitement précocement? Voilà, je vous remercie.